Émilie sentit la porte claquer violemment derrière elle. Le bruit résonna dans la rue étroite du quartier de Montmartre sous une pluie battante de novembre à Paris. Ses parents venaient de la jeter dehors après avoir découvert son secret lors d'une dispute familiale explosive. Elle aimait les femmes et refusait d'épouser le fils d'un collègue de son père comme prévu. À 22 ans, elle se retrouva seule avec un sac à dos contenant quelques vêtements et son téléphone presque déchargé, le cœur broyé par les mots blessants de sa mère qui l'avait traitée de déception et de son père qui avait hurlé que leur famille n'accepterait jamais une telle honte. La pluie froide collait ses cheveux à son visage tandis qu'elle marchait sans but, évitant les regards des passants qui semblaient la juger déjà. Elle erra pendant des heures dans les ruelles sinueuses, les pieds gelés et le ventre vide, regrettant chaque décision qui l'avait menée là. Les souvenirs affluaient, les années d'enfance heureuse dans leur appartement bourgeois du 18e arrondissement, les vacances en Provence, les dîners familiaux où tout semblait parfait jusqu'à ce qu'elle ose avouer son orientation lors d'un moment de faiblesse. Sa sœur cadette avait pleuré mais n'avait rien dit pour la défendre et ses parents avaient immédiatement réagi par la colère et le rejet total. Émilie se réfugia sous un porche pour vérifier son téléphone mais aucun message d'amis proches n'arrivait, la plupart craignant les représailles sociales. La nuit avançait et le froid s'insinuait dans ses os, la forçant à bouger à nouveau. Vers minuit, épuisée, elle aperçut les lumières chaleureuses d'un petit café niché au coin d'une place tranquille, le Café des Ombres. La devanture en bois ancien et les vitres embuées promettaient un refuge temporaire. Elle poussa la porte faisant tinter une clochette douce. À l'intérieur, l'odeur de café frais, de croissant et de bois ciré l'enveloppa immédiatement, contrastant avec la tempête dehors. Quelques clients tardifs discutaient à voix basse et derrière le comptoir se tenait une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux châtains attachés en chignon élégant et au regard perçant mais doux. Claire Laurent, propriétaire des lieux, l'accueillit d'un sourire réservé. Émilie commanda un café crème avec le peu d'argent qui lui restait et s'assit dans un coin près de la fenêtre observant la pluie ruisseler. Claire remarqua sa détresse, ses vêtements trempés et son air perdu. Elle apporta elle-même la tasse et engagea la conversation avec une gentillesse mesurée. Émilie raconta vaguement son expulsion, évitant les détails intimes, mais Claire écouta sans juger, posant des questions discrètes sur sa vie à Paris. La jeune femme se sentit étrangement apaisée par la présence de cette inconnue qui semblait porter elle-même un poids invisible. Quand le café ferma à 2 heures du matin, Claire proposa à Émilie de passer la nuit dans la petite chambre au-dessus du café utilisée parfois pour les employés. Émilie hésita mais accepta, reconnaissante. Allongée dans le lit étroit, elle repensa à la journée horrible et se demanda comment survivre sans soutien familial dans une ville aussi chère. Le lendemain matin, Claire lui offrit un petit déjeuner et lui proposa un poste temporaire de serveuse au café. Émilie accepta immédiatement, voyant là une chance de se reconstruire pas à pas. Les premiers jours furent intenses, apprendre le service, les commandes des habitués, les horaires matinaux. Claire se montrait exigeante mais juste, corrigeant avec patience et partageant parfois des anecdotes sur la vie parisienne. Émilie découvrit que le café attirait une clientèle diverse, artistes, écrivains et quelques personnes solitaires cherchant refuge. Elle se lia d'amitié avec une cliente régulière, une professeure de littérature nommée Marie, qui devina rapidement son orientation et l'encouragea discrètement. Cependant, les nuits restaient difficiles. Émilie pleurait en silence, repensant aux mots de ses parents et à la peur de l'avenir. Elle évitait les appels de sa famille qui alternaient entre menaces et tentatives de culpabilisation. Un soir, après la fermeture, Claire et Émilie discutèrent plus longuement autour d'un thé. Claire parla de sa propre vie solitaire après un divorce ancien et de son choix de tenir ce café comme un havre de paix. Émilie se confia davantage, avouant son homosexualité et la douleur du rejet. Claire ne broncha pas mais son regard s'assombrit un instant, comme si un souvenir douloureux remontait. Les semaines passèrent et Émilie s'intégra mieux, gagnant un petit salaire et retrouvant un semblant de stabilité. Pourtant la tension montait en elle, elle se sentait coupable d'avoir déçu sa famille et craignait que son secret ne la rattrape. Claire observait tout cela avec une attention particulière, posant parfois des questions sur l'enfance d'Émilie, sur sa mère et sur la Provence où la famille passait les étés. Ces questions semblaient innocentes mais Émilie nota une curiosité inhabituelle. Un après-midi, un client régulier raconta une anecdote sur une ancienne affaire familiale à Paris impliquant une liaison interdite des années 70. Claire changea brusquement de sujet mais Émilie sentit une connexion invisible se tisser entre elles sans savoir pourquoi. Le conflit intérieur d'Émilie grandissait,
devait-elle contacter sa sœur pour réconcilier ou couper définitivement les ponts? La pression sociale à Paris où l'homophobie persistait malgré les avancées légales pesait lourd. Elle assista à une petite manifestation LGBT discrète et y trouva du réconfort mais rentra au café hantée par la peur d'être reconnue. Claire la soutint discrètement en lui offrant des livres sur l'acceptation de soi sans jamais révéler ses propres secrets. La première partie de sa nouvelle vie s'installait fragilement mais les ombres du passé familial commençaient déjà à planer plus près que prévu. Les mois d'hiver s'écoulèrent au Café des Ombres et Émilie trouva un rythme dans son travail de serveuse. Chaque matin elle ouvrait le café avec Claire préparant les machines à espresso et disposant les viennoiseries fraîches livrées par le boulanger voisin. Les habitués la saluaient désormais par son prénom et elle appréciait ces petites interactions qui lui redonnaient confiance. Marie la professeure devenait une confidente écoutant ses doutes sur l'amour et la famille sans imposer de conseils. Pourtant Émilie luttait contre des vagues de tristesse, elle rêvait souvent de sa mère lui tournant le dos et se réveillait en sueur se demandant si elle avait fait le bon choix en assumant son identité. Un soir après une journée particulièrement chargée une dispute éclata avec un client homophobe qui fit des remarques blessantes sur un couple de femmes assises au fond. Émilie intervint calmement mais fermement défendant les clientes ce qui impressionna Claire. Après la fermeture elles discutèrent longuement et Claire partagea pour la première fois un fragment de son passé. Elle avait connu une femme mariée dans sa jeunesse, une relation brève mais intense qui s'était terminée en drame familial. Émilie sentit une résonance mais n'osa pas creuser. La propriétaire semblait porter une cicatrice profonde refusant d'en dire plus. La famille d'Émilie refit surface de manière inattendue. Sa sœur cadette la contacta par message suppliant un rendez-vous neutre dans un parc près de la Seine. Émilie accepta espérant une réconciliation mais la rencontre tourna au drame. Sa sœur rapportait les ultimatums parentaux exigeant qu'Émilie revienne se faire soigner ou se taise définitivement. La jeune femme rentra au café en larmes et Claire la consola sans mots inutiles lui préparant un chocolat chaud et l'écoutant vider son cœur. Ce soir-là Émilie avoua son amour pour une ancienne camarade de lycée restée secrète et comment ce sentiment l'avait libérée puis détruite. Claire hocha la tête les yeux voilés comme si elle revivait un écho personnel. La tension augmenta quand des rumeurs circulèrent dans le quartier sur la nouvelle serveuse. Un voisin conservateur reconnut Émilie et alerta indirectement ses parents via des connaissances communes. Un appel furieux de son père arriva un après-midi l'accusant de salir le nom familial et menaçant de couper tout soutien financier résiduel. Émilie raccrocha tremblante et décida de bloquer les numéros familiaux mais le mal était fait, elle se sentait traquée exposée. Claire proposa alors de l'héberger plus durablement dans la chambre au-dessus transformée en petit studio. Cette générosité toucha Émilie profondément renforçant leur lien naissant. Cependant des signes étranges apparurent. Claire recevait parfois des appels qu'elle prenait en privé murmurant des noms anciens et changeant de sujet quand Émilie approchait. Un jour Émilie trouva par hasard une vieille photo glissée dans un livre du café montrant une jeune Claire aux côtés d'une femme qui ressemblait étrangement à sa propre mère jeune. Le choc la figea mais elle rangea la photo sans poser de questions de peur de briser la confiance fragile. Le café devint son sanctuaire mais aussi le théâtre de conflits intérieurs croissants. Devait-elle fouiller le passé de Claire au risque de tout perdre ou accepter l'aide sans poser de questions? Une confrontation majeure survint lors d'une soirée pluvieuse quand sa sœur débarqua au café exigeant de parler à Émilie devant les clients. La scène dégénéra en éclats de voix, la sœur accusant Émilie d'égoïsme et de destruction familiale tandis que Claire intervenait calmement mais fermement demandant à la jeune fille de partir. Après cet incident Émilie se sentit plus isolée que jamais doutant de ses choix et craignant que son orientation ne cause encore plus de dégâts. Claire la prit à part ce soir-là révélant partiellement qu'elle avait connu des luttes similaires dans les années 80 et que la société française avait évolué mais les familles restaient souvent figées. Leurs discussions devinrent plus profondes explorant les thèmes de trahison personnelle et de sacrifice pour l'amour. Émilie commença à fréquenter discrètement un groupe de soutien LGBT à Paris mais garda cela secret pour protéger Claire et le café. Pourtant un ami du groupe trahit involontairement son secret en postant une photo de groupe sur les réseaux ce qui alerta sa famille à nouveau. La pression monta en flèche avec des lettres anonymes glissées sous la porte du café menaçant de boycotter l'établissement si la serveuse lesbienne restait. Claire affronta ces menaces avec stoïcisme mais Émilie vit la fatigue dans ses yeux et se sentit coupable de lui imposer ce fardeau.
Les décisions difficiles s'accumulaient, quitter le café pour protéger Claire ou rester et affronter ensemble les préjugés. Le lien entre elles s'intensifiait mais restait teinté de mystères non résolus. Le printemps arriva sur Paris apportant un air plus doux mais pas de répit pour Émilie. Le café prospérait grâce à sa présence attentive et Claire lui confia progressivement plus de responsabilités comme la gestion des stocks et les relations avec les fournisseurs. Cette confiance la valorisait mais amplifiait son dilemme interne, elle se sentait redevable et en même temps tiraillée par la curiosité grandissante sur le passé de Claire. Une nuit elle osa chercher en ligne des informations sur la jeunesse de Claire Laurent découvrant des articles anciens sur une affaire de scandale familial dans les années 70 impliquant une liaison interdite entre deux femmes de bonne famille. Le nom de sa propre mère apparaissait en marge comme ami proche. Le choc la laissa sans voix. Le lendemain Émilie confronta Claire avec la photo retrouvée et les brides d'informations. Claire pâlit mais admit enfin un fragment crucial, elle avait été amoureuse de la tante d'Émilie, une sœur de sa mère décédée jeune dans un accident de voiture officiellement mais peut-être lié à un chagrin d'amour caché. La tante avait choisi le silence familial plutôt que l'authenticité et Claire portait encore le deuil de cette trahison. Émilie sentit le monde vaciller, ce lien secret expliquait les questions insistantes de Claire et sa gentillesse inexplicable. Pourtant la révélation ouvrit une boîte de Pandore de doutes. Sa mère avait-elle su cacher cette histoire pour protéger sa propre réputation? La tension familiale explosa quand le père d'Émilie se présenta au café un samedi après-midi exigeant de récupérer sa fille et accusant Claire d'influencer négativement une jeune vulnérable. La scène publique attira des curieux et des clients prirent parti, certains soutenant Émilie, d'autres murmurant sur l'immoralité. Claire défendit Émilie avec une fermeté surprenante, révélant subtilement son propre vécu sans tout dévoiler. Le père partit furieux mais promit des conséquences légales pour harcèlement. Émilie pleura longtemps dans les bras de Claire ce soir-là, questionnant ses choix. Valait-il mieux retourner dans le giron familial au prix de son identité ou continuer seule au risque de tout perdre? Marie, la professeure, organisa une rencontre discrète avec d'autres femmes ayant vécu des rejets similaires, partageant des histoires de sacrifice et d'éveil personnel. Émilie y trouva du réconfort mais aussi de la peur. Plusieurs avaient perdu emploi, famille et santé mentale avant de reconstruire. De retour au café, elle décida d'écrire une lettre à sa mère exprimant son amour malgré tout mais affirmant son refus de changer. La réponse tarda et quand elle arriva ce fut une missive froide exigeant le silence total sur l'orientation pour préserver la réputation familiale. Ce rejet formel brisa quelque chose en Émilie, la poussant à une crise existentielle profonde. Claire proposa alors un voyage court en Provence pour lui montrer les lieux de son enfance et peut-être clarifier le passé commun. Elles partirent en train vers le sud visitant les villages où la tante d'Émilie avait grandi. Là-bas Claire raconta plus en détail la liaison interdite, la pression des parents conservateurs et le choix tragique de la tante de se marier pour cacher son amour. Émilie comprit soudain que sa propre lutte faisait écho à celle de générations précédentes et que Claire avait veillé de loin sur la famille par loyauté envers la tante disparue. Ce voyage renforça leurs liens mais introduisit un nouveau conflit. Émilie développa des sentiments confus pour Claire, mélangeant gratitude, admiration et attirance interdite par l'écart d'âge et le rôle maternel. De retour à Paris, une trahison survint. Un employé temporaire du café, jaloux de la promotion d'Émilie, révéla à des médias locaux l'histoire du rejet familial et du lien supposé avec Claire. L'article fit sensation dans le quartier, provoquant des boycotts temporaires et des regards hostiles. Claire affronta la crise avec dignité, fermant temporairement pour protéger Émilie, mais la jeune femme se sentit responsable de tout ce chaos. Les choix moraux se multipliaient, dénoncer l'employé au risque de représailles ou pardonner pour préserver la paix. Émilie choisit le pardon mais paya le prix d'une confiance brisée envers les autres. La pression sociale culmina lors d'une manifestation anti-LGBT près du café où des manifestants ciblèrent l'établissement. Émilie et Claire barricadèrent les portes ensemble, vivant une nuit de peur et de solidarité qui les rapprocha encore plus. Au petit matin, Émilie réalisa que le secret de Claire n'était pas seulement historique mais impliquait peut-être des détails plus intimes sur sa mère. Elle décida d'exiger la vérité complète au risque de tout détruire. La confrontation finale approchait inexorablement, transformant leur relation en champ de bataille émotionnel. L'été parisien apporta une chaleur étouffante qui accentua les tensions au Café des Ombres. Émilie exigea la vérité complète de Claire lors d'une soirée calme après fermeture.
Claire s'assit enfin et révéla le secret le plus lourd. Elle avait eu une relation amoureuse passionnée avec la mère d'Émilie dans leur jeunesse avant que celle-ci ne choisisse un mariage arrangé pour obéir à la famille. La mère d'Émilie avait rompu brutalement sous la pression paternelle et Claire avait été effacée de l'histoire familiale comme une erreur honteuse. Pire encore, la tante décédée avait servi de couverture pour cacher cette liaison. Émilie fut dévastée réalisant que son existence même était marquée par cette trahison ancienne et que sa mère avait vécu dans le mensonge perpétuel. Cette révélation provoqua une crise profonde chez Émilie, colère contre sa mère pour l'hypocrisie-trahison envers son propre passé et culpabilité de ressembler à la femme qui avait brisé le cœur de Claire. Elle confronta sa mère par téléphone dans une scène explosive l'accusant d'avoir transmis un héritage de silence et de peur. Sa mère nia d'abord puis pleura admettant partiellement la vérité mais refusant toute responsabilité actuelle. La famille entière se divisa, la sœur prit parti pour les parents tandis que quelques cousins éloignés contactèrent Émilie en soutien discret. Le prix de la vérité s'avéra élevé, Émilie perdit le peu de contact restant avec sa mère et sombra dans une dépression temporaire. Claire offrit son soutien inconditionnel mais porta elle-même le poids de la culpabilité pour avoir caché si longtemps. Une décision controversée surgit, Claire proposa d'affronter ensemble la famille lors d'une réunion forcée à Paris pour exposer tous les secrets et forcer une reconnaissance. Émilie hésita longtemps pesant le risque de destruction définitive contre la possibilité de libération. Elles organisèrent la rencontre dans un lieu neutre, un restaurant discret. La confrontation fut violente, le père accusa Claire de manipulation et de destruction familiale, la mère s'effondra en larmes et la sœur hurla des insultes homophobes. Émilie défendit son identité et le droit au bonheur avec une force nouvelle mais sortit brisée par la violence verbale. Dans les semaines suivantes, Émilie fit des choix radicaux, elle coupa définitivement les ponts avec sa famille immédiate, changea son nom de famille pour celui de sa grand-mère maternelle et s'engagea pleinement dans le militantisme LGBT discret. Claire l'accompagna dans ses démarches mais leur relation évolua vers une amitié profonde teintée de non-dits romantiques. Un épisode de trahison supplémentaire survint quand un journaliste local publia un article sensationnaliste sur leur histoire exposant les détails intimes sans consentement. Le café subit un boycott prolongé et Claire faillit le vendre par désespoir. Émilie sacrifia alors son poste pour protéger Claire en partant temporairement travailler ailleurs mais revint rapidement réalisant que leur lien était plus fort que les préjugés. L'éveil personnel d'Émilie culmina lors d'un atelier de thérapie de groupe où elle exprima publiquement son parcours de rejet à acceptation. Elle y rencontra une jeune femme lesbienne nommée Léa avec qui elle commença une relation timide mais saine contrastant avec les drames passés. Cependant, ce nouveau bonheur provoqua une jalousie inattendue chez Claire qui admit enfin ses sentiments résiduels pour la mère d'Émilie projetés inconsciemment sur la fille. Ce moment de vulnérabilité força Émilie à choisir, poursuivre sa vie amoureuse indépendante ou préserver l'équilibre avec Claire au prix de sacrifices personnels. Elle opta pour l'honnêteté totale expliquant à Claire que leur lien resterait platonique et familial. La société parisienne réagit de manière contrastée, certains médias progressistes saluèrent leur courage, d'autres conservateurs condamnèrent publiquement. Émilie paya le prix social en perdant certains amis mais gagna une communauté plus authentique. Claire affronta ses propres démons en consultant un thérapeute et en décidant de transformer le café en espace inclusif avec des soirées thématiques. Pourtant la tension morale persistait. Était-ce juste de révéler les secrets anciens au risque de blesser des innocents comme la sœur d'Émilie ? Elles débattirent longuement sur l'éthique de la vérité versus la paix fragile. Le climax approchait avec une dernière tentative familiale de réconciliation forcée par voie légale pour récupérer des biens familiaux. L'automne ramena la pluie sur Paris et avec elle la résolution finale des conflits accumulés. La famille d'Émilie lança une procédure judiciaire mineure pour contester l'héritage d'une tante éloignée arguant que l'orientation d'Émilie invalidait ses droits moraux. Cette attaque légale força une confrontation ultime au tribunal où Émilie témoigna avec dignité expliquant le rejet familial et le lien historique avec Claire. Le juge trancha en faveur d'Émilie reconnaissant l'absence de motifs valides mais le procès exposa publiquement tous les secrets ravivant les blessures. Claire témoigna également révélant enfin l'intégralité de sa liaison passée avec la mère d'Émilie devant une audience choquée. Ce moment de vérité totale libéra Émilie d'un poids immense mais coûta cher à Claire qui perdit des clients réguliers choqués par la révélation.
La mère d'Émilie assista au procès en silence et après le verdict approcha sa fille pour un échange bref mais poignant, admettant ses regrets sans pour autant changer d'avis. Ce demi-pardon ne suffit pas à Émilie qui choisit de tourner définitivement la page. Elle et Claire renforcèrent leur alliance en rénovant le café ensemble en un lieu symbole de résilience. Léa devint une présence stable dans la vie d'Émilie, apportant équilibre et joie, mais Émilie sacrifia une opportunité professionnelle à Lyon pour rester près de Claire et du café, symbole de son renouveau. Des moments de doute persistèrent, Émilie questionna si son éveil valait la perte familiale et Claire se demanda si révéler le passé avait été éthique. Une dernière trahison mineure survint quand la sœur d'Émilie publia un témoignage biaisé sur les réseaux accusant Émilie de détruire la famille pour son égoïsme. Cette attaque virtuelle provoqua une vague de harcèlement en ligne que les deux femmes affrontèrent ensemble en portant plainte. L'épreuve les unit davantage et Émilie réalisa que le prix de l'authenticité incluait la solitude choisie et la force intérieure. Le café prospéra à nouveau grâce à une clientèle fidèle et inclusive attirée par leur histoire. Émilie termina ses études par correspondance en littérature et commença à écrire un roman inspiré de son parcours explorant les thèmes de préjugés et de choix moraux controversés. Claire trouva une paix relative en acceptant son rôle de mentor plutôt que de figure romantique projetée. Leur relation devint un modèle de solidarité féminine au-delà des étiquettes. Cependant les cicatrices demeuraient, Émilie évitait les fêtes familiales traditionnelles et Claire gardait une mélancolie discrète lors d'anniversaires liés au passé. La vie reprit son cours avec des hauts et des bas, mais Émilie se sentait enfin éveillée, capable de défendre ses convictions. Elle organisa une petite soirée au café pour célébrer 1 an depuis son expulsion, transformant la douleur en force collective. Des amis du groupe de soutien et Léa entourèrent les deux femmes, soulignant que la résilience naît des épreuves. Pourtant, au fond d'elle, Émilie savait que le combat contre les préjugés familiaux et sociétaux continuait quotidiennement. Est-ce que révéler les secrets douloureux du passé familial justifie toujours les blessures causées aux proches, même si cela mène à une libération personnelle? Vrai ou faux?